Bienvenue dans le débat de France 24. C'est l'Europe dans toute sa diversité. Hier, les urnes ont livré leur verdict. Dans les 28 pays de l'Union européenne, bientôt 27 s'il y a Brexit, les électeurs ont choisi d'exprimer plusieurs messages à destination de Bruxelles, d'abord avec l'essor des partis nationalistes, des libéraux pro-européens, des défenseurs de l'environnement, avec aussi, comme à chaque fois, des enjeux nationaux, plébiscite des majorités en place ou bien vote sanction. Ces 28 scrutins simultanés ou presque fourmillent d'enseignements pour les comprendre. J'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Amélie Poinceau. Vous êtes journaliste Europe à Mediapart. Vous avez été correspondante en Pologne et en Grèce et vous êtes l'auteur d'un ouvrage qui vient de sortir chez Actes Sud, Dans la tête de Viktor Orban, qui est l'actuel chef du gouvernement hongrois. Merci d'être avec nous. Merci également à Paolo Levi. Vous êtes correspondant pour l'agence de presse italienne ANSA et collaborateur au journal La Stampa ici à Paris. Également avec nous aujourd'hui Stéphane Brendel, vous êtes correspondant du journal autrichien Der Standard, et puis Alex Taylor, journaliste, auteur de Brexit, l'autopsie d'une illusion, paru également cette année. Merci Alex Taylor. Alors on va revenir sur les enseignements évidemment de ces élections européennes, mais on voit déjà des conséquences politiques immédiates. C'est le cas notamment en Grèce où vous avez travaillé, Amélie Poinceau, puisque Alexis Tsipras, bien qu'arrivé deuxième avec un score supérieur à 20%, a décidé pour son parti Syriza de convoquer des élections législatives anticipées. C'était automatique d'après vous ? C'était assez prévisible, surtout l'écart entre Syriza, donc son parti, et la droite de Nouvelle Démocratie est beaucoup plus grand qu'attendu. Il est de 9,5%, donc la droite de Nouvelle Démocratie arrive en tête avec 33% à peu près des voix. Et c'est, je pense, cet écart que n'attendait pas le gouvernement de Tsipras qui a fait qu'il a provoqué ces élections anticipées. Il faut savoir que ces élections devaient se tenir en octobre prochain, à l'automne. Donc de toute façon, elles devaient arriver dans la séquence qui s'ouvrait. Mais je pense que le fait que l'écart soit aussi grand et aussi inattendu pour le gouvernement de Tsipras a fait que là, il prend les devants. C'est une façon aussi de couper l'herbe sous le pied à la gauche de la gauche. Les gens qui étaient partis justement de Syriza parce qu'ils étaient déçus par Tsipras n'ont pas réussi à se rassembler, à reconstituer un front d'opposition à Tsipras. Et du coup, ils n'ont plus que 5 semaines là devant les prochaines élections et donc pas assez de temps évidemment pour se reconstruire et créer une opposition à Tsipras. Il prend un risque, mais c'est aussi une annonce donc d'opportunité de convoquer ces élections. Je pense que c'est un risque mesuré, comme Tsipras l'a déjà fait par le passé. Il a su prendre des risques à certains moments, mais en général, c'est qu'il a quelque chose en tête derrière. De la tactique politique, donc, mais aussi le message des électeurs hier, on y reviendra. Stéphane Brendel, l'autre conséquence politique immédiate de ces élections européennes d'hier, même si elle n'est pas directement liée d'ailleurs, c'est bien là le paradoxe, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui en Autriche avec le vote d'une motion de défiance, de censure contre celui qui pourtant a remporté très largement, comme cela ne s'est jamais vu hier, les élections européennes en Autriche. Le chancelier Sebastian Kurz, comment vous l'expliquez ? C'est assez paradoxal parce que c'est vrai que les conservateurs ont fait 35%, un résultat jamais vu en Autriche, dans la Deuxième République qui dure depuis 1945. Il n'était jamais non plus... il n'y avait jamais eu de chute de gouvernement par une motion de censure. Aujourd'hui, c'est arrivé. Alors tout ça, c'est très complexe, très compliqué. Ça a commencé avec cette fameuse affaire Ibiza Gate, où des membres de l'aile droite, de l'extrême droite du gouvernement ont été piégés et en flagrant délit, en quelque sorte, démontrés comme corrompus. Le chancelier a été obligé de les limoger, peut-être un peu malgré lui, mais en tout cas, il a annoncé de nouvelles élections. Et maintenant, les socialistes, ils ont essayé de contrer cette tentative, parce que tout le monde sait que Sebastian Kurz, il est très populaire, notamment parmi les électeurs un peu âgés, qui ont envie d'une sécurisation de la vie politique. Donc ils ont voté en masse maintenant aux élections européennes à 35% pour Sebastian Kurz. Mais comme il y avait des nouvelles élections à venir, les socialistes ont pu demander, avec une motion de censure, la tête du chancelier, ce qui est arrivé aujourd'hui. Et c'était un véritable choc, je crois, pour la République, la vieille République autrichienne, qui est devenue très démocratique dans les dernières décennies. Mon journal, qui est un journal de gauche, qui est contre Sebastian Kurz, ils ont eu, en l'espace de 1 heure ou 2 heures, 30 000 commentaires en ligne
des commentaires, pas des clics, Oui. et des commentaires assez acerbes. Liés à la contre popularité de Sébastien Kurz ou à l'alliance contre nature qu'ont formé finalement les sociodémocrates avec l'extrême droite. Parce que les gens, ils ne comprennent plus rien, et Sébastien Kurz, il joue sur ça. Il a dit, comment pouvez-vous faire une motion de censure contre moi qui a eu 35% hier soir? Donc là, il joue cette carte, moi ou le chaos. Et on va voir en septembre, quand il y aura les véritables élections, comment il va se débrouiller. Autre conséquence politique, là aussi, de ces élections européennes. Là, curieusement, les effets ont eu lieu avant même de connaître les résultats de cette élection. C'est au Royaume-Uni, Alex Taylor, puisque le simple fait de tenir ces élections européennes peut sembler comme une incongruité en soi. Les Britanniques, il faut s'en souvenir, ont voté pour la sortie de leur pays de l'Union européenne. Malgré tout, ils ont donc dû voter. Et la chef du gouvernement extrêmement impopulaire a dû annoncer donc son départ prochain, avant même de connaître le résultat, qui d'ailleurs confirme la très mauvaise situation aujourd'hui des conservateurs au Royaume-Uni. Comment vous analysez-vous le résultat de ce vote qui a mis très largement en tête le parti du Brexit de Nigel Farage? Alors j'ai bien peur que si les Autrichiens ne comprennent plus rien depuis une semaine à leur propre politique, c'est le cas pour les Britanniques depuis 3 ans. Ils ne comprennent plus rien, ils n'ont pas compris pourquoi il fallait voter à des élections une fois qu'ils avaient pris cette décision. Mais ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on gratte un peu. C'est déjà ubuesque qu'un parti qui n'existait même pas il y a 6 semaines et ont porté 30 sièges au Parlement européen et qui s'est fait fort de ne pas avoir de manifeste. Nigel Farage a dit « j'ai pas besoin de manifeste, pas de programme, parce que de toute façon, personne ne les croit ». Si on gratte un peu, ce qui est intéressant, vous avez dit, les 2 principaux partis qui ont toujours tenu tête sur la scène politique britannique, les travaillistes et les conservateurs, ont été décimés tous les 2. Et d'ailleurs, les travaillistes en deçà même de ce que leur prédisaient les sondages. C'est la surprise aussi de ce vote. Et les libéraux-démocrates plus haut. Les conservateurs étaient battus par les Verts. Mais quand on gratte un peu, ce qui est intéressant, parce qu'il faut dépasser un peu le niveau de la carte postale. Parce que la carte postale, c'est les Britanniques ont voté Brexit Party. D'accord. Mais quand on gratte un peu, on voit que les partis ensemble qui ont prôné un Brexit dur, c'est-à-dire UKIP plus le Brexit, ont fait 35%. Mais les partis qui ont été très clairs, les Verts, les libéraux-démocrates, les nationalistes écossais qui ont dit on ne veut pas de Brexit, ont fait 40%, donc plus qu'eux. Et vous dites qu'il y a de l'espoir pour les partisans du Remain. Non, c'est pas ça. Mais tous les sondages en Grande-Bretagne depuis 2 ans donnent le Remain maintenant gagnant à 55-45. Donc le vote, c'est clair. Beaucoup de gens. Et, disons qu'il y a à peu près 30% des Britanniques qui sont fous furieux de ne pas avoir eu leur Brexit. Ça, c'est clair. Mais le reste de la population ne les suit pas. Et ces élections l'ont montré, et les 2 principaux partis, enfin c'est du jamais vu dans l'histoire que les conservateurs arrivent en 5e position. Le Premier ministre a démissionné, Mrs May, il y a quelques jours. Le problème de tout ça, c'est le Brexit. C'est-à-dire que c'est comme Nigel Farage qui dit « votez pour moi, mais je ne veux pas vous dire ce que je vais faire ». C'est exactement la même chose sur le bus. Personne ne savait ce que ça voulait dire, le Brexit. Quand on demande à la classe politique de mettre en œuvre les promesses qui étaient farfelues des Brexiteurs, voilà les conséquences. Ça a décimé complètement la classe politique britannique telle qu'on la connaissait. Et le résultat, vous l'avez vu hier soir. En Italie, il n'y a pas eu beaucoup de surprises par rapport au sondage, mais finalement, et si la surprise c'était ça, que le parti, donc la Ligue, arrive comme prévu finalement largement en tête et au point d'être aujourd'hui la première force nationaliste en Europe, en tout cas celle qui entend regrouper autour d'elle les autres partis européens. Je vous propose d'écouter Matteo Salvini et on entendra la réaction dans un instant de Paolo Levi. Écoutez. Non seulement la Ligue du Nord est le premier parti en Italie, mais Nigel Farage et le Brexit Party sont les premiers au Royaume-Uni. Donc l'Italie, la France et le Royaume-Uni, c'est le signe d'une Europe qui change. Il y en a assez de l'Europe qui sert les puissants, l'élite de la finance et les multinationales.
Voilà, Matteo Salvini qui, en une phrase, se pose au-delà du cas de l'Italie en rassembleur en Europe des nationalistes. D'abord un mot, ce score de Matteo Salvini, hein, ce parti donc, qui dépasse désormais les 30%, qui relègue loin derrière son partenaire de coalition, le mouvement 5 étoiles, c'est quoi? C'est un blanc-seing des électeurs, un satisfecit sur la gestion des précédents mois? Paolo Levi? Oui, absolument. Matteo Salvini, qui est un politique chevronné, a eu l'habilité au début de cette expérience de gouvernement avec le mouvement 5 étoiles, donc des gilets jaunes italiens pour simplifier, des citoyens qui se sont organisés, ont gagné les élections. Ensemble, ils gouvernaient et Matteo Salvini, qui est beaucoup plus expérimenté en politique, a choisi des thèmes assez faciles à gérer et qui parlaient beaucoup aux citoyens, comme par exemple, surtout, vous le savez certainement, celui de la gestion des flux migratoires. Il a quasiment bloqué toutes les arrivées de migrants en Italie. Le mouvement 5 étoiles, de son côté, qui était à sa première expérience un petit peu naïf quelque part, a accepté de s'occuper de thèmes d'économie beaucoup plus compliqués à mettre en place, beaucoup plus difficiles, et notamment, il a dû mettre en place, en tout cas il cherche de mettre en place un revenu universel qui est un truc hyper complexe et qui, pour l'instant, fait pchit. Donc, voilà, on voit à travers cette élection peut-être le fait que les Italiens aujourd'hui, après, disons, cet engouement pour les citoyens qui semblaient pouvoir aller gouverner, etc., c'est un peu un retour de la politique, des professionnels de la politique qui ont été, en quelque sorte, primés. Matteo Salvini, d'un côté, avec ce score absurde, vraiment très, très important, qu'en plus, si on ajoute l'autre 6% d'un autre parti souverainiste d'extrême droite, de Giorgia Meloni, ça fait 41%. Donc, c'est aujourd'hui, La Repubblica, le journal de centre-gauche en Italie, titré gros comme ça, l'onde brune, l'onde noire en Italie, parce qu'il y a quand même 41% de gens proches de sensibilité d'extrême droite, chose qui est du jamais vue en Italie, qui ont voté pour eux. Et de l'autre côté, il y a cette petite surprise du Parti démocrate. Le sursaut du Parti démocrate qu'on croyait mort. Hein. Oui, qu'on croyait mort jusqu'à il y a quelques mois. Ils ont organisé des élections primaires. Il y a un nouveau leader, Nicola Zingaretti, qui est beaucoup plus à gauche par rapport aux positions de Matteo Renzi, qui est en train de reprendre le chemin. Et ça a été un premier résultat. Lui, il a dit, c'est pas une victoire, mais c'est le début de quelque chose. Donc voilà, plus ou moins le scénario en Italie. On voit cette force émerger. On aura l'occasion de reparler évidemment de Matteo Salvini, mais c'est effectivement l'un des enseignements de cette élection, cette fois à l'échelle européenne, la progression des partis nationalistes. C'est aussi, quand on regarde l'Europe de l'Est, les pays dans lesquels gouvernent ces partis, on voit des scores extrêmement élevés. C'est le cas notamment, alors même s'il ne fait pas partie le parti que cherche à créer, le mouvement que cherche à créer au niveau européen, Matteo Salvini, mais c'est le cas notamment de Fidesz et de Viktor Orban qui réalise un score extrêmement élevé, tout comme d'ailleurs Sebastian Kurz, là aussi qui n'est pas membre de cette Europe des libertés de Matteo Salvini, mais ça prouve que la droite dure, on va dire, Amélie Poinçot, qui gouverne dans certains pays d'Europe centrale aujourd'hui, a été validée hier par les urnes. Tout à fait. Viktor Orban a remporté plus de 50% des suffrages en Hongrie, enfin en tout cas son parti, le Fidesz. C'est le plus gros score qu'on a observé sur l'ensemble du continent européen. En même temps, pour la Hongrie, ce n'est pas du tout une surprise. Quand on suit les différentes élections depuis une dizaine d'années en Hongrie, on voit que systématiquement, Viktor Orban fait le plein et en avril de l'année dernière, il avait été réélu avec une majorité des 2/3 au Parlement. Donc il était déjà dans une forme d'hégémonie sur le paysage politique hongrois. Par contre, effectivement, on observe en plusieurs endroits du continent des progressions des extrêmes droites. Alors, effectivement, le Fidesz ne gouverne pas au Parlement européen dans le même groupe que le groupe de Salvini et de Marine Le Pen. Mais pendant la campagne des européennes, ils se sont rencontrés à maintes reprises. Orban a été invité en Italie, Salvini est venu également à Budapest, et ils ont manifesté comme ça une forme d'union parce que
qu'effectivement, Salvini aimerait bien former un grand groupe, et c'est aussi d'ailleurs ce qu'ont en tête le Rassemblement national en France, c'est former un grand groupe au sein du Parlement européen qui fasse concurrence au PPE, le parti de la droite européenne. Qui a d'ailleurs suspendu la participation du Fidesz d'Orban. On sait qu'il y a des proximités d'idées entre Orban et Salvini. Ils se sont rencontrés d'ailleurs à plusieurs reprises et ils ont vraiment mis en scène ces rencontres. Et puis, c'est vrai que les partis nationalistes, on les retrouve au sud de l'Europe, on les retrouve aussi au nord de l'Europe. Ils sont très présents dans les pays d'Europe du Nord. C'est ce qu'on peut constater, Stéphane Brendel, notamment en Scandinavie. Et puis, bien sûr, dans ces pays, alors l'AfD qui progresse en Allemagne. Et puis, la surprise, en revanche, l'Autriche et les Pays-Bas, où là, c'est une déconvenue. Comment vous l'expliquez ? Une déconvenue de qui ? Des partis nationalistes, des partis d'extrême droite. Oui, c'est une déconvenue. C'est pour ça que je demande, parce que ça n'en est pas vraiment une. Je crois que le FPE, le parti d'extrême droite en Autriche, il joue sur deux tableaux. Il a perdu certainement beaucoup d'estime dans cette histoire de l'Ibiza-Gate, mais il a un électorat fidèle qui lui reste acquis et qui fait que probablement dans les élections à venir, il ne va pas être laminé, loin de là. Il a, à mon avis, un quart de l'électorat qui lui reste acquis, et ça dépend un peu qui prendra maintenant le relais, parce que Strache, le leader qui était quand même, lui, laminé personnellement par cette affaire, il prend un peu du recul, et il y a des vrais extrémistes, comme l'ancien ministre de l'Intérieur, Herbert Kickl, qui pourrait venir en avant, ou bien des plus modérés, comme Norbert Hofer, qui voulait devenir président de la République, et un peu plus posé. Donc là, on est vraiment dans une ouverture, mais je ne dirais pas que c'est une déconvenue. On va reparler de la progression des droites extrêmes ailleurs en Europe, également du score élevé des Verts et des libéraux dans un instant. Restez avec nous. L'analyse des résultats des élections européennes connues depuis hier, c'est dans le débat de France 24, deuxième partie, avec toujours à mes côtés Amélie Poinceau, journaliste Europe à Mediapart, ancienne correspondante en Pologne et en Grèce, auteure de Dans la tête de Viktor Orban. Ça vient de paraître chez Actes Sud. Merci d'être avec nous. Merci également à Paolo Levi, correspondant pour l'agence de presse italienne ANSA et collaborateur au journal La Stampa à Paris. Également avec nous Stéphane Brendel, correspondant du journal autrichien Der Standard, et Alex Taylor, journaliste, auteur de Brexit, l'autopsie d'une illusion. Merci à nouveau à vous quatre d'avoir accepté de débattre. Alex Taylor, quand on regarde aujourd'hui la progression des mouvements nationalistes, qui était d'ailleurs très largement inscrite dans les sondages, vous vous dites quoi finalement ? Cette progression a été contenue ou ça reste malgré tout extrêmement élevé ? Vous savez, quand je regarde ces élections, ça me rappelle le concours Vision de la chanson, parce que le vote est tellement complexe. Vous savez, chaque vote de chaque pays change complètement la donne, donc on est toujours, à chaque instant, apporte sa surprise. Ça dépend des pays. Le Danemark, les populistes ont fait beaucoup moins bien que prévu, pareil aux Pays-Bas. En Suède, un peu mieux. Et ça dépend, parce que, comme vous disiez, il y a extrême droite et extrême droite. Par exemple, est-ce qu'on doit dire que le Brexit Party est de l'extrême droite ? En Grande-Bretagne, ils ne se définissent pas, ils refusent toute alliance, par exemple, avec Le Pen. Donc il y a extrême droite et extrême droite. Et ce qui est cocasse, effectivement, c'est que qui sont amenés, s'ils veulent avoir un peu d'impact dans ce vaste Parlement qui est, je vous rappelle, européen et continental, que ces partis qui se définissent contre le projet européen seront obligés de collaborer au niveau européen s'ils veulent avoir un peu de pouvoir. C'est quand même un paradoxe, mais je me réjouis aussi quelque part, moi qui suis un Européen convaincu, vous le savez, mais je me réjouis quelque part que leur présence, les thématiques qu'ils ont brandi, qu'ils ont fait donc venir dans le discours européen. Moi qui couvre l'actualité européenne depuis 40 ans, j'ai travaillé pendant 30 ans, je fais des émissions au Parlement européen, je pense que c'est la première fois que c'est une campagne pour le Parlement européen où les thèmes étaient plutôt européens, de chaque côté, parce que de l'autre côté, vous avez aussi les Verts. Alors, s'il y a une thématique pan-européenne, c'est vraiment le climat. Et là, pour la première fois, jusque-là, les élections européennes, c'était toujours, on s'en fiche un peu de l'Europe, donc chacun, c'était vraiment dans ses trucs nationaux, et c'était la droite et la gauche, en fait, qui envoyaient en fonction de scrutins plutôt
très basé sur la politique locale. Et là, pour la première fois, à cause des thématiques imposées par les populistes, les gens prennent conscience que c'est un Parlement européen, où on discute de choses continentales ensemble. Donc, ce n'est pas forcément mauvais. Et je pense que l'actualité européenne s'en sortira plus riche. Et les débats, dans les chaînes, par exemple, françaises, c'est très difficile de passer ne serait-ce qu'un petit extrait. On les passe de temps en temps dans les chaînes britanniques, parce qu'il y va du Brexit, parce qu'il y a Nigel Farage qui fait des discours où il insulte tout le monde, donc on passe 30 secondes de temps en temps. Maintenant, je pense que ce Parlement va être beaucoup plus vivant et on risque de se rendre compte que c'est vraiment un foyer assez unique dans le monde de démocratie continentale. Vous vouliez dire, Amélie Poinçot, le Parlement européen sort renforcé de la progression des nationalistes, mais aussi de cet éparpillement d'une certaine manière. On n'est plus bloc contre bloc avec deux partis très nettement dominants, enfin deux groupes très nettement dominants. Le PPE, la droite qui était majoritaire, et le bloc des sociodémocrates ont perdu la majorité absolue au Parlement. Mais je voulais simplement nuancer le constat de la progression des forces d'extrême droite. Parce que si on fait le décompte de ces trois groupes, parce que ce sont quand même des partis qui étaient dispersés entre trois groupes différents au Parlement européen, si on fait le décompte par rapport au Parlement élu en 2014... Donc ce sont les groupes que vous voyez sur cette image, ECR, EFDD et ENL. On arrive à peu près 170 sièges. Si toutefois, chacun des partis qui composent ces groupes reste dans ces groupes-là. Donc ce serait quasiment la première force, en tout cas, capable de rivaliser avec le PPE aussi. Voilà, mais en fait, déjà, ils auront du mal à s'unir, puisqu'il faut rappeler qu'il y a le mouvement 5 étoiles, notamment italien, qui fait partie de l'un de ces groupes. Il n'est pas du tout certain qu'il en reste. Et si on fait le décompte par rapport au Parlement élu en 2014, finalement, ça n'a pas tellement augmenté. En 2014, on avait à peu près 150 eurodéputés répartis entre ces trois groupes, et là, on est à peu près à 170. Donc je pense que quand même il faut mesurer ce constat. Par contre, là où aussi ça change, c'est, on en a parlé tout à l'heure de Viktor Orban, c'est aussi la droitisation du PPE lui-même. C'est-à-dire qu'une partie du PPE est partie aussi davantage vers l'extrême droite. Donc c'est là où c'est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Alors justement, le PPE et d'ailleurs le Parti socialiste européen, ce duopole en perte de vitesse. Est-ce que ça va... Alors on va écouter justement ce que dit Viktor Orban et puis on s'intéressera à l'avenir notamment de ce groupe PPE. Écoutez Viktor Orban dont le parti a été suspendu dernièrement du PPE. Les Hongrois pensent que le changement est nécessaire à Bruxelles, qu'il faut des dirigeants qui représentent les intérêts des Européens, qui respectent les nations d'Europe et qui soient fiers de notre culture chrétienne vieille de 2000 ans. Voilà l'homme qui pose un problème aujourd'hui au Parti populaire européen parce que son parti Fidesz a été suspendu de participation à ce parti et pour autant, eh bien, hier, il est celui qui a obtenu le meilleur score de tous les partis sur le continent européen. Que va-t-il se passer maintenant d'après vous, Stéphane Brendel? C'est difficile à dire parce qu'il y a aussi, il ne faut pas oublier, les libéraux. On n'aime pas trop les appeler comme ça en France parce qu'Emmanuel Macron ne veut pas être taxé comme libéral, mais le groupe ALDE va jouer un rôle assez important entre les deux blocs conservateurs et sociodémocrates. Mais ça ne concerne pas Fidesz apparemment, hein. Ils n'ont pas pas adhéré au ALDE. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut parler moins de l'extrême droite et plus aussi des autres partis. Il y a aussi les Verts. Il ne faut pas oublier, ils ont fait des percées dans beaucoup de pays et je crois que ça donne des frontières floues et ça donnera des débats, à mon avis, qui ne seront pas déterminés d'avance. Donc, il n'y aura pas des votes pré-programmés. On ne pourra pas dire qui va gagner et les forces populistes seront une force parmi d'autres. Paolo Levi, justement, ces forces populistes que Matteo Salvini entend rassembler autour de lui. Demain, quel rôle peuvent-elles jouer dans ce nouveau Parlement européen où, encore une fois, PPE et Parti socialiste n'ont plus la majorité à eux deux? Écoutez, ces forces sont très morcelées, donc c'est pas non plus un bloc unique comme vous avez rappelé. C'est très difficile. Tout est possible en politique comme dans le foot. On ne sait jamais pour renforcer son pouvoir, mais il y a vraiment dans l'ADN même de certains partis une incompatibilité. Sur la relation avec la Russie, par exemple, exactement. Je veux dire, vous l'avez cité, c'est le cas le plus criant, c'est-à-dire qu'il y a des partis, par exemple, en Pologne, qui sont allergiques
à la russophilie de Marine Le Pen ou de Matteo Salvini, qui d'ailleurs l'est de moins en moins russophile. Et ça, c'est vraiment des lignes rouges qui ne permettent pas l'alliance du dernier camembert qu'on a vu sur la droite. Après, Matteo Salvini, et là je rejoins ce que disait Alex, parce que c'est assez marrant, parce que pour l'instant, aujourd'hui, au lendemain des élections, il a dit non, aucune crise gouvernementale, pour l'instant on va de l'avant avec cette coalition. Et après, on lit dans les journaux que lui, il rêve quelque part de devenir commissaire européen, une sorte de paladin des frontières. Comme il a fermé les frontières italiennes, il voudrait faire la même chose peut-être au niveau européen et donc devenir un méga commissaire police-justice. Et c'est là que je rejoins complètement le discours d'Alex, parce que le paradoxe, c'est que si cela devait être avéré, qu'il préfère ne pas aller au Palais Chigi, donc au Matignon italien, mais aller à Bruxelles faire le commissaire, c'est que ces souverainistes reconnaissent quelque part que l'échelle plus pertinente est celle européenne. Donc c'est incroyable. Venant d'un parti qui prétendait initialement gouvernement pour le seul intérêt du nord de l'Italie et qui aujourd'hui gouverne déjà pour l'ensemble de l'Italie. Donc il y a eu un élargissement déjà des cercles successifs de ce qui était au départ la Ligue lombarde. Exactement. Donc en coulisses, lui, il est passé, disons, d'une ambition régionale, ensuite nationale, et là il a compris qu'en fait, si on veut peser dans le monde, il faut raisonner à l'échelle européenne. Pour vous, ce n'est qu'ambition politique et non pas contenu finalement ? Eh oui, voilà, probablement c'est un mélange des deux. Le cas de Viktor Orban et de Fidesz, est-ce que le Parti populaire européen, qui aujourd'hui avec le Parti socialiste n'est plus majoritaire, va être tenté de garder Fidesz dans ses rangs ? Je crois que oui. Alors, il a été suspendu en mars, justement, pour pas acter définitivement une rupture juste avant les élections européennes, ce qui aurait envoyé un signal probablement négatif vis-à-vis de l'électorat conservateur. Mais en fin de compte, au vu des résultats, et c'est un petit peu ce que le PPE attendait, il est probable qu'il estime avoir besoin des 13 eurodéputés du Fidesz, puisque 13 personnes ont été élues hier pour le Fidesz de Viktor Orban. Donc, il y a de fortes chances que le PPE, finalement, garde Viktor Orban dans ses rangs. Et en tout cas, c'est la ligne des Républicains français aujourd'hui. Moi, pour avoir interviewé des personnes assez haut placées chez les Républicains à ce sujet, je sais qu'aujourd'hui, idéologiquement et d'un point de vue pragmatique, ils sont pour le maintien de Viktor Orban au sein du PPE. Voilà, les Républicains qui n'enverront que 8 eurodéputés. Par ailleurs, à Strasbourg et Bruxelles, c'est un score historiquement bas. L'un des enjeux derrière ces rapports de force, c'est celui de la présidence de la Commission européenne. Qui, pour diriger cette commission à l'avenir, la question en images. Il est le Spitzenkandidat du PPE, c'est-à-dire le chef de file du premier groupe politique au sein du Parlement de Bruxelles. C'est à ce titre que Manfred Weber revendique la présidence de la Commission au lendemain du scrutin européen. Nous avons obtenu de solides résultats, ce qui nous amène à réclamer le leadership au nom du Parti populaire européen. Malgré la première place de son groupe parlementaire, la nomination du conservateur bavarois n'est pas acquise. Le PPE régresse en nombre de députés et plusieurs dirigeants des États membres, notamment Emmanuel Macron, lui reprochent son inexpérience, un poste à responsabilité. Frans Timmermans a, lui, un CV pouvant correspondre aux attentes des chefs d'État et de gouvernement. Premier vice-président de la Commission depuis 5 ans, le socialiste néerlandais sait néanmoins que sa famille politique, toujours deuxième en nombre de sièges, est en net recul et devra elle aussi composer avec les autres forces en présence. Mon offre est sur la table. Asseyons-nous avec l'ensemble des forces progressistes du Parlement. Tentons de trouver un programme pour les 5 prochaines années. Autre difficulté pour Frans Timmermans, il devrait faire face à l'hostilité de certains pays, notamment la Pologne et la Hongrie, contre qui il a dirigé les procédures de sanctions pour violation de l'état de droit. Il n'y a plus de majorité entre deux partis. C'est un nouveau Parlement. L'absence de majorité claire à droite ou à gauche pourrait finalement profiter à l'actuelle commissaire européenne chargée de la concurrence. La Danoise Margrethe Vestager est la candidate du groupe centriste Alliance des libéraux et jouit d'une solide réputation de négociatrice. Enfin, les leaders européens pourraient opter pour un autre négociateur aguerri, le Français Michel Barnier, qui n'est lui pas officiellement candidat au poste et n'est pas Spitzenkandidat. Bien que membre du PPE, l'ancien commissaire et négociateur du Brexit pour l'Union européenne
présenterait l'avantage de sortir des clivages partisans entre eurodéputés. C'est ça donc l'un des enjeux aussi. C'est important, la personnalité du futur président de la Commission. Ah oui, tout à fait, puisque c'était précisément ce qu'avait un peu insufflé Jean-Claude Juncker déjà pendant le précédent mandat, c'est-à-dire politiser davantage la Commission, lui donner aussi une forme de légitimité démocratique, puisque la Commission européenne a été beaucoup critiquée pour ça, en tout cas les institutions européennes en général, par le manque de démocratie. Et donc le fait que la Commission doive passer d'abord par le Parlement avant d'être élue, par une majorité d'eurodéputés, eux-mêmes élus par la population européenne, c'est effectivement quelque chose qui met davantage de démocratie dans les institutions. Et donc là, on le voit bien qu'avec les Spitzenkandidaten, rien n'est fait. C'est pas parce que Manfred Weber et Timmermans étaient les candidats désignés des deux grands partis que ce seront eux qui seront élus in fine. D'autant que pour la personnalité de Weber se pose encore une fois le problème de Viktor Orban, puisque Viktor Orban a vivement critiqué Manfred Weber. Il s'en est pris personnellement à lui. Il lui a retiré son soutien. Donc, seul point commun avec Emmanuel Macron, qui n'est pas très chaud non plus, dit-on, pour Manfred Weber. Les jeux sont encore complètement ouverts. Stéphane Brendel, ça annonce qui, ça, d'après vous? Les résultats d'hier? Moi, je pense que ça démontre aussi le charme de l'Europe, si vous voulez. Il y a d'un côté, il y a effectivement ce jeu du Spitzenkandidat qui émane du Parlement, mais il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, les jeux de pouvoir qui se jouent dans les coulisses. Ce sont les chefs d'État et de gouvernement qui vont décider aussi ensemble. Oui, c'est ça. Donc, par exemple, avec Manfred Weber, on ne sait pas si Angela Merkel n'aurait pas une tendance à peut-être vouloir aller à Bruxelles elle-même. Donc déjà, le soutien de l'Allemagne pour Manfred Weber n'est pas très sûr. Et finalement, derrière tout ça, il y a aussi la question, est-ce que les chefs d'État veulent un homme ou une femme forte? Ce qui n'a pas toujours été le cas. Ou un peu un homme comme Jean-Claude Juncker qui ne fait pas trop de mal à personne. Et là aussi, il y a des questions de démocratie et d'enjeux de pouvoir qui font, à mon avis, un peu la fascination de l'Europe. Alex Taylor, il va y avoir un marchandage. Vous pensez que la France est prête à dire oui finalement à Weber pour obtenir autre chose? On parle notamment de la Banque Centrale Européenne ou un autre poste prestigieux. Ça se joue là aussi? Malheureusement, c'est toujours le processus, mais c'est normal. C'est l'Europe. C'est 27, 28 pays qui essaient de trouver des compromis ensemble. Ce que je constate, moi, à l'égard de ce qui s'est passé hier, il y a vraiment, à mon avis, une grande différence entre les partis populistes et les autres. Parce qu'ils ont tous des leaders charismatiques qu'on connaît très bien. Et ça explique beaucoup leur succès. Par exemple, Nigel Farage, moi je suis en profond désaccord avec son message, mais son message passe parce qu'il est très charismatique. C'est la première fois que les gens connaissent les leaders dans d'autres pays. Les gens connaissent Salvini, les gens connaissent Orban sans approuver leur politique. Qu'est-ce qu'il y a en face? Moi, ce que je disais tout à l'heure, je pense que ça va dynamiser les gens en face. L'arrivée, enfin, de ces gens qui mettent l'Europe au cœur du débat va forcer des gens de l'autre côté, des gens comme moi, qui défendent l'Europe, à trouver des gens comme Guy Verhofstadt, qui parle chaque fois qu'il parle de l'Europe, il en parle avec passion. Daniel Cohn-Bendit est un autre. Mais c'est rare de l'autre côté d'avoir des gens qui incarnent cette passion qu'il va falloir trouver pour contrer justement tous ces populistes. Je me rappelle quand il y avait ce débat sur qui, pour répondre à votre question, quand il y avait Sarkozy et Merkel qui ne voulaient surtout pas quelqu'un qui les concurrencie, qu'ils ont choisi à la tête du Conseil européen. Herman Van Rompuy. Qui est quelqu'un de très sympathique, mais pour citer encore Nigel Farage, a dit qu'il avait tout le charisme d'une serpillière. C'était pas très gentil, mais quelque part, on le suit. Il faut des têtes fortes. C'est ça qui fait dire. Nigel Farage a fait beaucoup de soutien, tout simplement par la force de sa personnalité. C'est quelqu'un de très médiatique qu'on voit avec une pinte de bière et dont on comprend très bien le message. Il faut des gens comme ça. Sinon, l'autre côté, et sinon l'Europe, de manière générale, va manquer de visage.
Paolo Levi, est-ce que les Verts qu'on voit débarquer, alors bien sûr ils étaient déjà très présents dans un certain nombre de pays, notamment d'Europe du Nord, mais on va voir les résultats en Allemagne, désormais deuxième force politique du pays, puis on verra juste après la France, où c'était un peu la surprise, il faut le dire hier, puisqu'aucun sondage n'avait donné les Verts à plus de 10% et qu'ils ont fini à 13,5%. Est-ce que ce groupe peut contribuer justement à la fois à créer des compromis dans peut-être cette nouvelle alliance qui va se créer contre les partis populistes, et puis peut-être aussi à faire émerger une candidature de compromis. On parle de Margrethe Vestager du côté des libéraux qui pourrait faire pièce éventuellement aux candidats des deux grands partis, et les Verts alors ? Les Verts, certainement, ils vont marquer ce quinquennat, cette législature, parce qu'ils vont avoir un rôle. Déjà, ils ont toujours eu un rôle assez plus important, disons, au niveau européen que dans les différents pays où, en France, en Italie, on les avait complètement perdus de vue ces dernières années. Et là, non seulement ils pourront peser pour cette sorte d'alliance antipopuliste centrale, mais ils pourront surtout dicter un agenda. Et quant à la nomination du commissaire aussi, ils auront leur mot à dire. C'est l'effet Greta Thunberg. C'est vraiment aujourd'hui... Qui est devenue une star mondiale. Elle est devenue une star et je pense que l'Europe, si elle veut regagner en tant qu'institution de la popularité parmi les citoyens, elle doit justement s'accrocher à ce thème, parce que c'est vraiment d'ailleurs un thème où elle peut faire vraiment la différence. Comment vous expliquez que les écologistes soient quasiment absents de la scène politique des pays d'Europe du Sud ? On les voit beaucoup très présents au Nord, et alors l'Europe du Sud, c'est à part l'Espagne où ils ont obtenu quelques élus, mais c'est vrai qu'on ne les voit pas quasiment. Chez nous en Italie, ils n'existaient quasiment pas. Ils ont complètement disparu de la scène politique et les thèmes... Ça ne prend pas la crainte justement du changement climatique ? Effectivement, quand Greta est venue à Rome, il y a eu plein de monde dans les places. C'est juste on est un peu en arrière d'un point de vue d'une nouvelle structuration politique de ce mouvement. Très souvent, la société civile, elle devance la politique. Et c'est le cas avec les Verts aujourd'hui en Italie. Merci beaucoup, merci à vous quatre d'avoir accepté de débattre, à Amélie Poinceau, Alex Taylor, à Paolo Levi et à Stéphane Brendel. C'est déjà la fin du débat. On continue évidemment d'en parler des élections européennes dans un instant avec un œil sur les médias.